Bonjour à tous, merci beaucoup d'être nombreux parmi nous pour cette conférence proposée par la revue d'architecture Archistorm. Et nous avons notre animatrice du jour, Annabelle Ledoux, qui va animer cette table ronde internationale. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. So hi everybody, hope everything is going well. Pour aborder donc cette thématique de l'exemple méditerranéen pour le confort d'été, j'ai le plaisir d'inviter donc autour de moi Duygu Erten, ingénieur, architecte et économiste qui nous vient de Turquie, Sonia Sons, architecte et associée et directrice de L35 Architectes qui nous vient d'Espagne, Amir Turki, président de l'UMAR qui nous vient de Tunisie, Jafar Sigelmassi, architecte spécialisé en écologie en BIM et donc fondateur de l'agence Sigelmassi & Partners qui nous vient du Maroc, et Enrico Friguero, architecte Friguero Design Group qui nous vient d'Italie. So I have the pleasure to welcome Duygu Erten, engineer, architect and economist from Turkey, Sonia Sens, architect and partners of L35 Architects from Spain, Hamia Turki, chairman of the UMAR from Tunisia, Enrico Frigerio, architect and founders of Frigerio Design Group, Jafar Sigelmassi, architect specialized in ecology and BIM, and founders of Sigelmassi & Partners Agency from Morocco. We often talk about climate change and how to conceive the new architecture taking into account the important heat wave we will live in the future, but does it mean the same for in each of your country? So I'm just asking to Jafar to answer first. Merci. We should speak French or English. Yeah, you can speak French if you like. So I can translate if necessary. So, on parle beaucoup des changements climatiques et du rôle que détient l'architecte en fait pour prendre en compte donc toutes les vagues de chaleur que nous devrions connaître dans les futures années. Mais en fait, est-ce que ça veut dire la même chose dans tous les pays du bassin méditerranéen? En fait, mon hypothèse, c'est qu'il se trouve que certains pays ont déjà une expérience depuis non pas plusieurs années, mais plusieurs millénaires. Et ils ont déjà développé un savoir vernaculaire empirique pour justement résister face à cette chaleur. Donc le sud de la Méditerranée en particulier a peut-être développé un savoir-faire qui permet de façon passive ou low-tech, comme vous préférez, développer une façon de résister à cette chaleur qui risque malheureusement aujourd'hui de se généraliser à l'échelle peut-être internationale. Donc notre hypothèse, c'est qu'on doit s'inspirer de ce qu'ont fait les anciens, du savoir-faire et de la sagesse de nos ancêtres pour retrouver des anciennes techniques et les mettre au goût du jour. Et ces anciennes techniques modernisées, donc l'idée, c'est de trouver une harmonie entre le low-tech et le high-tech, entre la sagesse des anciens et ce que nous permet toutes les nouvelles technologies, les simulations thermodynamiques, en phase conception, mais aussi en phase construction, pour améliorer le bâti de demain, l'environnement de bâti de demain. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, en tant qu'architectes ou ingénieurs, quand on construit pas pour l'année prochaine ou les 2 années, on construit pour les 100 prochaines années. Et malheureusement, on sait que toutes les projections convergent pour nous dire que d'ici peut-être 20 ans, 30 ans, tous les pays autour de la Méditerranée auront gagné 2 à 3 degrés, ce qui est énorme en été. Voilà. So Duygu Erten, so are you thinking that it's the same to speak about summer comfort in Morocco or in Turkey? You know, the answer really depends on who is building. If the developer, owner, and the architect have respect and culture for the existing Mediterranean buildings, then it's easy to design and construct that way.
And with the standards we have now, and with all this software that helps us to design and build sustainably, it's much easier compared to previous centuries. But in new cities, you don't know if you are in Baku or Hong Kong or Istanbul. Unfortunately, steel and glass are taking over our cities. And then it's not about Mediterranean comfort or climate, it's about how you build this high-rise building. And if you use dynamic simulation methods, if you do it according to standards, and it's even hard to talk about natural ventilation because a lot of these tall buildings are mechanically ventilated. It's not even mixed use. So standards. If you want to have the comfort level and thermal comfort you're seeking after, you have to go with the right standards like ASHRAE 55 or European standards. Ok, thank you. Amir, vous êtes bien placé en tant que président de l'UMAR, justement pour savoir si le changement climatique et les vagues de chaleur, ça veut dire la même chose en fait dans les différents pays que vous représentez. Oui, merci. Déjà, au nom de l'UMAR, au nom de l'Union méditerranéenne des architectes, je tiens à remercier tous les organisateurs, nos amis, donc Jean-Philippe, Nathalie et vous-même. C'est vrai qu'au niveau de l'UMAR, on est toujours confronté à ce brassage, à ce dialogue entre les différentes parties et surtout que la Méditerranée a aussi un atout extraordinaire, c'est qu'on a des rives sur 3 continents différents. Donc il y a l'Europe au nord, il y a l'Asie à l'est et il y a l'Afrique au sud. Donc déjà, par rapport à ça, il y a certainement une façon de lire les concepts et la définition déjà pourrait changer d'un continent à l'autre et d'une rive à l'autre. Et c'est dans ce sens, bien sûr, le confort d'été est généralement fait généralement référence à la période, donc à la période estivale, à la période d'été, où les conditions climatiques sont plus ou moins modérées, mais parfois c'est assez chaud et ces températures assez élevées que nous ressentons peut-être dans la partie sud de la Méditerranée ne sont pas ressentis de la même façon, ne sont pas ressentis presque jamais dans la partie européenne, dans la partie nord. Et c'est maintenant avec le climat qui est déréglé complètement, c'est pendant ces dernières années que nous commençons déjà à parler de ce problème. Et c'est tant mieux parce que c'est vrai que la voix de l'Europe est beaucoup plus, disons, portante et c'est maintenant que le sujet du confort d'été ou le sujet à ce niveau-là serait peut-être entendu encore plus fort. Donc c'est vrai que aussi la notion de confort d'été, elle évoque les aménagements, les outils, les matériaux, donc d'une façon d'une façon artificielle. On parle des rideaux ou des murs rideaux, on parle de la clim, on parle des ventilateurs. Ça, c'est sur le plan plus ou moins artificiel, mais les gens du Sud ont beaucoup plus des savoir-faire ancestraux qui font qu'on parle beaucoup plus en termes de fraîcheur naturelle, avec des mécanismes, avec un concept, avec des choix judicieux au niveau de l'implantation, la taille, l'emplacement des ouvertures, le patio qui sert pour le microclimat. Donc c'est beaucoup plus dans le concept, dans l'idée, dans la saisie de l'âme et de l'esprit du lieu, beaucoup plus que dans la technique ou la technologie. Donc la Méditerranée, la région Méditerranée a beaucoup de choses à apprendre aux pays plus du nord ou de l'ouest. Sonia, Sands, vous êtes aussi vous avez un souci. Vous travaillez aussi vraiment beaucoup sur ces questions en fait de changement climatique, de confort d'été dans vos travaux. Donc expliquez-nous un petit peu si vous pensez qu'il y a une différence en fait entre l'Espagne et la Turquie ou le Maroc, ou bien si finalement en fait c'est vraiment toujours la même conception. D'abord, merci à toutes et à tous pour être là. Bon, de notre côté, comme agence d'architecture internationale et avec
un ADN très méditerranéen parce qu'on vient de Barcelone. Ce que nous avons appris, c'est très important, c'est qu'on ne peut pas uniquement amener notre savoir-faire parce que comme archi, il faut toujours répondre aux livres. Il y a une culture, il y a des contraintes d'espace. Et même si on a les savoir-faire de notre Méditerranée, il faut toujours penser à comment les projets s'insèrent dans les contextes même des territoires ou les climats. Parce que c'est vrai que la chaleur, il est en train d'augmenter, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un sens commun. On dit toujours que pour nous, le plus important, c'est la naturalisation. Tu viens de dire des matériaux, mais surtout, je pense qu'il y a un côté de la nature qui va nous aider à aider, surtout dans l'inertie thermique, dans l'esthétique, dans la protection, dans les fraîcheurs. Si on arrive à introduire d'abord la nature, je pense qu'on aura beaucoup de choses gagnées dans ce sens. Enrico Frigerio, est-ce que vous pensez la même chose? Oui, je dois dire que les projets qu'on fait dans la Méditerranée, nous avons un problème avec le climat qui c'est différent. Et alors, une agression de l'atmosphère marine, que c'est très fort. Mais la chose que je dois dire que c'est important pour moi, de pousser beaucoup, de faire des bâtiments qui ont un performance passif très fort, qui travaillent avec le microclimat, qui travaillent avec toutes lesquelles choses qui sont naturelles pour réduire au maximum l'utilisation de l'énergie. Là, c'est important. Cette image, nous avons fait cette année et nous l'utilisons tous les fois parce que c'est-à-dire que c'est une chose que c'est à la moitié entre l'histoire et le futur. Ça, c'est l'homme de Leonardo. Je suis italien, bien sûr. Alors, c'est-à-dire, c'est l'équilibre là. C'est l'équilibre de l'homme dans l'environnement. Et autour, on a les SDG. C'est les choses qui font répondre pour le futur. Alors là, c'est une balance qu'il faut la respecter dans tous les projets, je crois, pour arriver à rajouter l'objectif d'avoir une limitation de l'énergie pour le futur. Donc, Amir, est-ce que vous pensez que les pays méditerranéens, vous avez déjà introduit un petit peu cette notion, mais est-ce que les pays méditerranéens ont beaucoup à apprendre justement à tous les autres pays européens, mais peut-être aussi aux États-Unis ou ailleurs, en termes de confort d'été et de gestion justement des changements climatiques? Oui, c'est vrai qu'au départ, il faut rappeler aussi que la Méditerranée, bien sûr, a toujours été et restera un carrefour pour les civilisations. Donc, c'est un berceau des civilisations, c'est un lieu qui, de par son histoire, sa nature, il est là pour servir comme connexion, comme croisement pour toutes les cultures humaines. Certainement, la Méditerranée, bien sûr, elle est confrontée, comme toutes les autres régions du monde, elle est confrontée à des défis humanitaires qui sont reliés directement au changement climatique, à la remontée des eaux, à d'autres problèmes environnementaux. Mais certainement qu'il y a un défi. Nous, je pense que la Méditerranée, elle est parfaitement bien placée. Elle est parfaitement bien placée pour servir, je ne vais pas dire de leçon, mais c'est-à-dire que notre savoir-faire ancestral fait que notre expérience est tellement développée
la nature a voulu ainsi. Donc, la chaleur qui existe, le déréglage climatique qui existe, fait que, bien sûr, automatiquement, pas uniquement les architectes, parce que en France, on dit beaucoup plus nos ancêtres, les Gaulois. Nous, on va dire nos ancêtres, les technologues. Parce que quand on essaie de voir un peu l'expérience, tout à l'heure, on a fait défiler quelques images, quelques photos, et j'ai voulu ne pas commenter les photos. Je ne sais pas si la régie peuvent encore une fois nous renvoyer ces images. C'est tout simplement pour saisir l'âme du lieu, pour saisir qu'en fin de compte, le climat ou ce confort d'été n'est pas que technique et technologique. C'est beaucoup plus une âme, c'est beaucoup plus un esprit, c'est beaucoup plus une réflexion très approfondie sur la manière déjà de concevoir dès le départ une architecture qui respecte cet environnement, une architecture qui offre aux gens la possibilité d'être très à l'aise, d'être dans un confort climatique, dans une sensation de bien-être. Donc, cette architecture qui existe un peu partout, bon, ceux qui connaissent la Tunisie, j'ai essayé de défiler de l'île de Djerba donc, à la Médina de Tunis, à Sidi Bou Saïd ou à d'autres régions de la Tunisie, mais ça, c'est pas que la Tunisie. Ces images-là peuvent être parfaitement importées et emportées dans n'importe quel autre pays du bassin méditerranéen. Il y a des images qu'on retrouve et on sent comme si on était dans les îles grecques ou comme si on était en Turquie, en Espagne ou au Maroc. Donc c'est cette ambiance-là, c'est ce souci-là qui fait que j'en suis sûr que la Méditerranée certainement a beaucoup, peut donner beaucoup. Le mot leçon n'est pas vraiment très approprié, mais je pense que notre savoir-faire est à exporter. C'est vrai qu'on le fait d'une façon beaucoup plus instinctive à notre niveau. Maintenant, le monde entier est en train de souffrir de ces choses-là, et je pense qu'il y aura un retour aux racines, et ça va offrir une belle occasion aux architectes d'une façon générale, parce que bien sûr c'est les premiers concepteurs, c'est ceux qui mènent un peu de l'effet de locomotive. C'est au niveau du premier concept, tout ce souci-là doit s'accompagner, et certainement qu'on aura de très très bonnes réponses qui sont appropriées, mais pas forcément, c'est-à-dire c'est pas un emprunt d'un contexte ou d'une image ou d'un produit d'un pays à l'autre. C'est beaucoup plus une inspiration, c'est beaucoup plus un esprit. Il faut capter l'âme de ce changement et bien sûr l'adapter par rapport à la région voulue. Merci Amir. Alors vous parliez de collaboration, d'un sujet qui ne parle pas qu'aux architectes, qui peut parler également donc aux ingénieurs, mais à beaucoup d'autres, aux paysagistes, etc. I have a question for you, Diego. So do you think the engineer and architecture are working closer enough today to handle the climate change and the summer comforts? So I just translate. Donc est-ce que vous pensez, Diego, Erten, que ingénieurs et architectes travaillent assez main dans la main pour relever le défi du changement climatique et du confort d'été? As you know, traditionally, engineers and architects cannot get along very well, but new era, we really need to work together and align, together for the goals. And education system also need to change quite a bit. Architecture students need to get a lot of engineering courses, and engineering students need to get a lot of architecture courses. And tools like energy simulation, dynamic energy simulation, and all other sorts of softwares like CAD and BIM and Revit. People need to learn all these and update themselves. It's not your traditional architectural office anymore that you can use your pens and get away with it. It's a new era, and as you know, we're not decision makers. It's city metropolitan planners who are making a lot of decisions about how cities will evolve.
And what we need to do is, we are often asked to mitigate urban heat islands now, because we have a big problem with all these cars and black asphalt and extreme density and increasing population. The city's heat is increasing. And tasks can range from optimizing building orientation to something as simple as adding more water fixtures to city parks or painting roofs to lighter colors so they can reflect heat. And not all the cities are doing a great job like you did in La Défense. You know, it's so beautiful and the buildings are all LEED Platinum, LEED Gold. They use sustainable construction techniques, and they use enough green landscaping, green infrastructure, so you can say this is great transition. In developing countries, mostly, they don't use good enough materials, and they don't do all this mass planning well. So cities are really compact, and you can't have fresh air. You know, between the buildings, there is no wind, so it's almost like it's against to human health. So passive design is really the key component of heat mitigation, as you all know. Mediterranean way of designing encourages natural ventilation, minimize the use of AC, and keep the heat out on sunny days. It's important to plan projects for heat mitigation from the outset also. So, designing buildings made of sustainable construction materials such as wood can help elevate the heat island effect, as wood has much lower thermal capacity than concrete. Architects should use trees or even photovoltaic canopies to create shade whenever possible. That really helps. Not working together is very risky strategy nowadays. Both of us need to work cities' heat into consideration, so we don't have to deal with costly retrofitting years down the line. Computer simulation like microclimate analysis technology can help take the guesswork out of designing a project to mitigate the heat island effect. No more guesswork. And during design and planning phases, architects and engineers can create simulations and easily test the mitigation strategies. Recently, a lot of academicians are working on these type of simulations. So that's all I can say now. Thank you very much. Enrico Figueiredo, how do you integrate thermal comfort and bioclimatism? Enrico Figueiredo, comment est-ce que vous intégrez le confort thermique dans votre approche? Je crois que vous défendez le concept d'une slow architecture, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment la slow architecture? Là, c'est une philosophie. Il ne veut pas dire qu'on bouge pas très vite. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que, bon, je crois que quand on fait les projets, on doit prendre les ingrédients de le lieu où il va se le mettre. Alors, parce que je crois que si nous faisons et les ingrédients sont l'histoire, l'environnement, le climat, la société, toutes les choses qui sont typiques. Parce que je crois aussi que c'est très important le caractère de le lieu. Alors, nous, quand nous allons faire du tourisme, on plaît beaucoup d'aller à Urbino, de voir une ville qui a un caractère et d'aller, je ne sais pas, à Paris et avec un autre caractère. Je pense que c'est demain, on va perdre tout ça, on perd la culture. Et aussi les bâtiments, on doit se confronter avec les situations locaux. Alors, aujourd'hui, nous avons la technologie fantastique qui ont permis nous de faire des projets et de développer des recherches très bien. Alors, on va partager les deux. Je crois que c'est un procès que je vais utiliser, c'est-à-dire qu'on va faire une projetation intégrée. Quand on va partir avec le concept d'une architecture, dans le premier moment, tout
les techniciens qui travaillent sur le projet, on travaille tous ensemble pour retrouver la meilleure solution pour les projets, pour arriver à avoir quelque chose qui est fonctionnel, confortable et dans le même temps, c'est durable dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, notre société, on peut plus permis de construire des bâtiments qui, après 2 ans, 3 ans, ils sont déjà de refaire. Alors ça, c'est la philosophie de faire. Merci beaucoup. Jafar Sujelmassi, en fait, quelle est votre approche pour une architecture qui soit à la fois efficace et, comme vous le disiez tout à l'heure, qui dure très longtemps, pour 100 ans comment est-ce que vous abordez les choses et finalement, est-ce que les solutions méditerranéennes ne sont pas les solutions pour tous les pays comme... Alors, je commence par la deuxième question. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt forcément à généraliser des solutions partout dans le monde. On n'a pas besoin, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que vous pouvez lancer les présentations, s'il vous plaît? Donc je disais, il n'y a aucun intérêt à construire en Scandinavie comme on va construire en Tunisie ou il n'y a aucun intérêt à construire en Australie. Mais l'essentiel, c'est exactement ce que disait mon collègue, c'est dans le mouvement slow. L'essentiel, c'est toujours de partir du lieu et de voir, moi, mon idée, comme on est africain, on a encore un lien avec nos ancêtres. Et mon idée, c'est de dire, voilà, on ne va pas réinventer l'eau chaude, nos ancêtres ont su s'adapter à un milieu. Alors ça, c'est pas ma présentation, voilà, c'est plutôt ça. Donc l'idée, en fait, c'est de voir comment faisaient nos ancêtres à un endroit donné et de reprendre ce savoir-faire atavique, les techniques, les matériaux, le savoir bioclimatique, comment on s'oriente, comment on s'implante, comment tout ça, et de le moderniser avec les nouvelles technologies. Encore une fois, comme disait mon collègue, plus de slow, plus de low-tech, plus de côté passif que high-tech. Le high-tech, ça tombe en panne, c'est compliqué, ça coûte cher, ça émet du CO2 pour l'importer, etc. Donc là, c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc nous, par exemple, on est au Maroc. On a vu comment ils construisaient dans le sud du Maroc, donc avec la terre. On connaît le système du riad, on appelle ça un riad, c'est le patio avec une fontaine ou de l'eau au milieu qui est une climatisation naturelle. On a donc repris ces techniques-là pour démontrer que c'est possible de construire en terre à grande échelle. Okay, donc on a fait du pisé et des blocs de terre comprimés, d'accord, sur 12 000 mètres carrés pour un immeuble de bureau. Vous pouvez avancer. Donc en fait, c'est de la terre d'excavation qui est considérée comme un déchet partout dans le monde. Mais nous, cette terre, on pense qu'elle a de la valeur, il suffit de la mettre en forme. Donc on a analysé la terre qu'on a, on a fait des formulations, on a fait des tests, de nombreux tests, pour trouver une manière en fait, de mettre en œuvre tout ça. Alors, il se trouve que cette idée de travailler avec la terre, pourquoi est-ce qu'en tant qu'architecte, ça nous parle ? Parce que quand on va dans le sud, on se sent tout de suite dans un meilleur climat. La journée, dans le sud du Maroc, il peut faire peut-être 50 degrés. Et à l'intérieur de la maison en terre, on se sent bien, il ne fait pas trop chaud. La nuit, quand il fait super froid, grâce à l'inertie thermique et au déphasage, eh ben, la nuit, il fait bon à l'intérieur. Voilà, il fait un peu chaud. Alors bien sûr, les nouvelles technologies, c'est d'abord dans la phase conception. Donc il y a le BIM. Grâce au BIM, on peut, donc, comme disait mon collègue, collaborer avec les ingénieurs, les bureaux d'études environnementaux, etc. On peut faire des simulations thermodynamiques, on peut faire des ventilations croisées. Et donc grâce à ça, on peut déterminer la taille de nos ouvertures. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît ? Juste pour expliquer rapidement les technologies qui ont été mises en place. Alors, on fait du night cooling. Donc, on a des murs bien épais avec une bonne inertie. Le pisé, on est à 1,20 m d'épaisseur. Le BTC, on est à 50 cm d'épaisseur. Avec ça, on a des ouvertures automatisées de nos fenêtres, tout bête. La nuit, on les ouvre automatiquement et on fait du night cooling. On crée un effet Venturi, d'accord, avec des ouvertures petites et des ouvertures hautes, pour rafraîchir nos dalles la nuit. Comme ça, le lendemain, quand on arrive, c'est bon. Pareil, au lieu de mettre de la climatisation toute bête, on met des plafonds rayonnants avec de l'eau simple. Ce n'est pas un fluide caloporteur. De l'eau, c'est low-tech.
qui à 30 degrés pour réchauffer l'intérieur et à 16 degrés pour rafraîchir l'intérieur. Pareil, on sait que l'énergie consommée, bah, c'est un enjeu principal pour ne pas émettre du CO2. Nos toitures, on les utilise au maximum pour le photovoltaïque. On utilise bien sûr des batteries, mais pas des batteries qu'on va acheter, c'est des batteries en fait des collaborateurs. Leur voiture, ils les branchent en arrivant le matin, ils repartent le soir, c'est branché, ça fait un office de stockage. Pareil, les plantes, on essaye de mettre un maximum de plantes en façade côté sud. D'accord? Donc on doit choisir, on doit travailler avec le paysagiste, choisir des plantes qui vont faire brise-soleil. Voilà. Donc, alors, il y a plein de techniques. L'idée, c'est ce que disaient mes collègues. D'abord les matériaux locaux, d'abord le savoir-faire local. En même temps, ça fait travailler des gens. En même temps, ça sauvegarde des savoir-faire parce que chez nous, malheureusement, et je pense dans la plupart des pays, les savoir-faire anciens, ils sont considérés comme en fait, c'est les pauvres qui font ça, qui construisent en terre. Au Maroc, il n'y a que les pauvres qui ne peuvent pas s'acheter des matériaux riches, etc. Et donc, quand on fait ça, on leur dit, écoutez, c'est un bon matériau, même de façon moderne, même pour une multinationale, continuez à travailler comme vous le faites et on vous trouvera du travail. Merci. Sonia Sanz, en fait, qu'est-ce que vous pensez de tout ça et quelle est votre approche à vous chez L35? Bon, d'abord, je suis totalement d'accord avec tout ce que mes collègues viennent de dire, bien sûr, parce que chacun a son point de vue, mais c'est très intéressant, les approches. De notre côté, c'est qu'on fait toujours il y a une petite stratégie, ce n'est pas ni une méthodologie, c'est une stratégie dans laquelle chaque fois qu'on fait un projet, ce qu'on fait, c'est récupérer toutes les données, les contrôles, la réglementation, les lieux, bon, les sites, la géométrie. Et à partir de là, on dit qu'on transforme, mais c'est-à-dire on travaille un autre projet et après on naturalise. J'ai mis 2 slides dans un projet que nous avons fait à Paris, dans lequel nous avons amené cette touche méditerranéenne, on dirait, dans lequel on essaye, même si à Paris, il n'y a pas la lumière, ni le soleil, ni la possibilité de se retrouver comme à notre ville, au Méditerranée. Non? Je pense qu'il y a une culture de profiter la lumière, de se retrouver à l'extérieur. Nous avons travaillé en siège, dans lequel d'abord, ce que nous avons fait, c'est modeler la topographie de lieu, pour essayer d'avoir une nouvelle topographie qui nous permet que les collaborateurs puissent avoir des bureaux avec un patient dans lequel se retrouver, de créer des liens sociaux avec un contact avec la nature et surtout la lumière, mais avec la technologie, vous verrez, il y a une couverture. Et surtout, il y avait des toitures parce qu'il y avait un showroom très, très grand dans lequel on a mis la toiture végétalisée qui nous permet de l'isolant thermique, nous permet aussi cette biodiversité. Il y a des rouges dans cette toiture. Et surtout, les collaborateurs ont toujours, même s'ils sont à nulle part, d'avoir une vision d'un paysage d'un côté et de l'autre côté un jardin avec les espèces qui sont très très bien choisies. Mais surtout, il y a la ventilation croisée qui ça nous permet de réfléchir. Ça dépend de l'orientation, il y a des brise-soleil, mais il y a toujours cette approche à la nature que je pense que c'est un peu la clé de nos projets à venir. Merci beaucoup. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Est-ce que vous pensez que cette manière de concevoir, qu'on appelle méditerranéenne, parce qu'elle vient de là, est-ce qu'elle est libre aujourd'hui de se diffuser un peu partout dans le monde, ou est-ce qu'il faudrait peut-être mettre en place des actions pour la faire se développer plus vite? So, do you think the Mediterranean way to conceive can spread all over the world and inspire architects in every country? So, do you? Well, maybe not in every country, but depending on the climate, Mediterranean design is the way to go because it's biophilic design and it connects nature with people, and that's healthy for people. That's why in the past we didn't have so many illnesses related to people's
mood and physical stress, etc., because we always had view from our rooms. We have great landscaping around the houses and light colors. Now we are pushing the industry to use, albedo values larger than 0.65. But when you look at the Mediterranean, architecture, all colors are already very light. So how come we already knew everything and now we end up with these kind of cities and these kind of low quality construction? That's why I totally believe Mediterranean design is way to go, and it should inspire the whole world. So, Enrico, I will just project the slide of your project, but can you answer the question as well? Est-ce que vous pouvez répondre à la question aussi? Je vais remettre vos Voilà. photos. Je vais vous montrer quelques images seulement pour comprendre la philosophie que j'ai expliquée avant. Ça, c'est... Alors, ça, c'est... Attendez, voilà. On repart. Celui-là, c'est la Langa. C'est un parc de l'Italie à côté où nous avons fait un centre de recherche. Et alors, ça, c'est une image que nous avons utilisée à la présentation de le concours. Vous pouvez tourner la seconde. Et là, le projet, il a pris les couleurs de l'automne, de le paysage de la Langa. Et aussi, avec toutes des techniques dedans, que je ne vais l'expliquer pas maintenant, mais c'est partager la technologie avec les lieux. Vous pouvez aller avant. Celui-là, c'est les Cinque Terre. L'environnement, c'est des terrasses. Alors, nous avons fait des habitations à Gênes, tourné la photo, et nous avons fait un bâtiment qui s'est à peu près intégré dans le terrain avec le toit vert qui, dans le même temps, c'est jardin et il protège l'appartement qui est dessous. Encore un autre. Ici, nous sommes à La Spezia. Il y a le port. Là, il y a un caractère de le port. Et nous avons fait un centre sportif avec le référement à les containers, que c'est le modèle qui représente la ville. Et là aussi, on a technologie parce qu'on a introduit une ventilation naturelle parce que c'est un centre sportif. La qualité de l'air dedans, le gymnastique dedans, l'espace, c'est très important. Et alors là, on a une ventilation naturelle dans le même temps et on a poussé beaucoup la performance passive de le bâtiment. En Ligurie, nous avons des maisons qui n'ont pas de chauffage parce qu'il n'était pas nécessaire. Alors je dis que, bon, pour répondre en général s'il peut exporter cette chose dans le monde, bon, je crois, non, c'est difficile, mais je crois qu'on peut plus pousser vers un performant de le bâtiment passif très fort pour réduire à le maximum les exigences actives. Et alors, oui, et aussi dans les matériaux. Il faut faire beaucoup d'attention sur le détail que nous utilisons aussi, parce qu'on peut utiliser un bon matériau avec un terrible détail et c'est fini. Alors, ça c'est important, le détail. Jafar Chizelmassi, vous aviez des petites différences de pensée, je crois, avec Enrico Frederer. Je crois que vous n'étiez pas complètement d'accord sur cette approche lorsque on en a parlé ensemble. Est-ce que vous avez des ajustements? Vous êtes d'accord, mais vous avez des ajustements? Des ajustements. Encore une fois, moi je suis... c'est-à-dire, je pense qu'on doit quand même rester localisés. Mais par contre, il y a des choses qu'on peut généraliser. En premier lieu, c'est l'approche, c'est le process, c'est comment est-ce qu'on amène le projet. Donc, et on était d'accord en fait, en disant, on regarde ce qu'ont fait les anciens,
on essaye de favoriser le passif, le bioclimatique, les matériaux locaux, etc. Et on rajoute de la technologie. Alors, pour pas trop tarder sur la question, tout le monde va répondre, etc. Moi, ce que j'ai envie de vous inviter à penser, c'est par rapport à un parcours personnel. En fait, moi, j'ai commencé par la décroissance. Moi, j'étais radical. Je voulais qu'on construise comme au Moyen-Âge. Et bien sûr, la vie a fait qu'il fallait que je mange, que je fasse des projets, que je travaille, etc. Et donc, comment est-ce qu'on va trouver justement le juste milieu et la façon en fait de polluer le moins, de mettre le moins de CO2, de faire travailler les gens, de mettre des humains. Alors, c'est pour ça que bon, j'ai mis un peu d'eau dans mon vin en disant, allez, on va mixer le low-tech et le high-tech, le passé et le futur. C'est cliché, mais c'est un peu vrai. Et aujourd'hui, alors on est arrivé à un point où, ça c'est, je ne sais pas si les gens ont déjà démarré ce process-là, en fait dans nos bâtiments, on a des GTC de dingue, avec des capteurs de luminosité, de vent, d'humidité, de présence, de tout ça. Ce qui fait qu'on se retrouve avec de la data. Aujourd'hui, il y a une technologie totalement disruptive, mais que vous connaissez déjà tous, c'est l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, avec certains développeurs, ce qu'on est en train de faire dans nos bâtiments, c'est qu'on injecte dans la GTC, Building Monitoring System, on injecte de l'IA. Ce qui fait qu'on sait à l'avance que demain, il va y avoir tant de personnes qui vont arriver à telle heure. On sait que le climat, on est connecté à la station météo la plus proche en direct, mais on sait aussi les projections. On peut demander à la machine de lire, ouais, dans 2 jours, eh ben, il va faire 38 degrés. Donc j'ai intérêt la veille à peut-être, tu vois, enclencher le traitement d'air un peu plus tôt. À telle heure pile, je vais arrêter le traitement d'air parce que ça y est, vu le calcul de mon déphasage, de mes murs, de mon inertie thermique, j'ai plus besoin. Donc aujourd'hui, il ne faut pas être, en tout cas, je me parle à moi-même quand je dis ça, il ne faut pas être radical en disant, allez, technologie, c'est de la merde, on n'en veut pas. Il faut justement essayer d'être un peu plus intelligent et de trouver au max la matière première, je suis d'accord, les process, je suis d'accord, l'orientation bioclimatique, les brises soleil, les pergolas, les casquettes, tout ça, les jardins sur les toitures, on connaît tous, je pense on est tous un peu là-dedans. Tout ça, il faut le mettre en s'inspirant bien sûr de ce qui a été fait, mais on a des opportunités de dingue avec justement cette intelligence artificielle. Si ce n'est pas nous qui l'utilisons, c'est elle qui va nous utiliser. Et voilà. Et bon, un peu cliché, j'aime bien des mots un peu clichés, j'aurais dû faire rappeur, mettre plus d'intelligence que de matière. Voilà. Okay. Merci. Sonia, quelques mots sous-jacents en fait sur justement comment est-ce que la culture méditerranéenne du confort d'été peut se développer plus facilement. Je pense que, comme on s'est dit déjà, il faut d'abord intégrer la technologie, il faut intégrer de la conception. Tous les experts, les VOT, on fait déjà dans nos projets l'intégration parce que de cette façon, même les panneaux, la récupération des eaux, les orientations, et les matériaux, et chercher l'environnement qu'ils sont les fournisseurs qui peuvent nous aider dans les projets. Et ça, dans le futur. Je suis d'accord avec l'intelligence artificielle aussi, mais il faut faire attention aussi parce que je pense qu'il faut poser les bonnes questions. Parce que sinon, on peut sortir de résultats qui ne sont pas aussi idéaux. Mais bon, de notre côté, on applique la technologie BIM depuis des années. C'est vrai que ça bénéficie beaucoup les projets, les résultats et tous l'avancement des problèmes qu'on a déjà dans la construction. Et je pense qu'on est dans cette sens. Il faut toujours être ouvert à l'innovation et à la technologie, parce que sinon, on est partout. Alors, Amir Turki, le mot de la fin pour l'UMA. Merci. Enfin, je pense que ça peut être un mot de la fin, mais c'est pas la fin parce que il faut que le débat continue. Certainement, aujourd'hui, on doit savoir que le problème, c'est pas un problème disons d'export de techniques ou de process ou de matériaux. C'est beaucoup plus une invitation à la saisie de l'âme du lieu, de la problématique et d'essayer d'apporter des réponses appropriées. Donc on ne fera pas, si la Méditerranée trouve des solutions
en Méditerranée, ça ne veut pas dire que les solutions opérées en Méditerranée vont réussir d'une façon systématique en Europe, en Asie ou en Amérique et vice-versa. Donc nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi le problème est ressenti beaucoup plus d'une façon très très vive? Parce qu'il faut reconnaître que pour des soucis, des problèmes d'ordre économique parfois, d'ordre même sécuritaire, les gens ont diminué à faire des déplacements, à faire des voyages, parce que l'été, c'est connu pour les voyages, c'est connu pour les déplacements vers les régions qui offrent un climat meilleur, qui offrent une fraîcheur et un bien-être. Maintenant, avec tous les problèmes économiques et sécuritaires, les gens sont devenus beaucoup plus casaniers, donc on cherche, entre autres, à trouver des solutions chez nous, à trouver un confort à domicile. C'est dans ce sens où on commence à trouver ou à chercher des solutions, et c'est là où je pense qu'on a tous intérêt à revendiquer le savoir-faire du Sud comme un outil qui pourrait apporter beaucoup de solutions aux gens du Nord et d'ailleurs. Juste un mot, je profite de ça parce que l'UMAR, ou l'Union méditerranéenne, qui fête cette année 30 ans d'existence, bien sûr, entre autres, elle offre à travers... Déjà, il y a 5 pays qui sont des sections membres de l'Union méditerranéenne, donc l'Italie, l'Espagne, la Turquie, le Maroc, la Tunisie, mais il y a aussi l'Égypte, il y a aussi la France, il y a aussi Malte ou Chypre ou la Grèce, le Liban, il y a Palestine, il y a l'Algérie, donc il y a Malte aussi, donc tous ces pays-là offrent dans le savoir des architectes, dans les compétences des architectes, offrent des solutions qui certainement apporteront beaucoup de choses bénéfiques à l'humanité d'une façon générale et à la paix surtout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle d'un equation? Moi, j'ai été surpris par un des projets montrés, je crois, par le monsieur italien, avec une quantité de vitres complètement astronomique, et donc qui moi, m'a beaucoup surpris. Bon, par ailleurs, ça, c'est plutôt une question pour l'interlocuteur tunisien. Il nous montre beaucoup de bâtiments que j'appelle, c'est du R+1 ou du R+2 grand maximum, des bâtiments bas. Or, il est vrai que le modèle urbain occidental, mais pas que occidental, pousse plutôt à des niveaux de hauteur plus élevés. Donc, je comprends très bien tout ce qu'il nous suggère comme histoire et comme culture très intéressante qui vient de l'expérience des millénaires. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on construise plus haut, et donc pour des questions, elles, qui sont fortement économiques. Donc, je me demande dans quelle mesure on peut utiliser... Alors, reprendre les savoir-faire, on peut utiliser, mais il y a une question de faisabilité où je m'interroge. Qui veut répondre? Jafar? Rapidement, par rapport à la hauteur, les premiers gratte-ciel du monde sont au Yémen, à Sanaa. Et ça a plusieurs centaines d'années, pour ne pas dire plusieurs millénaires. Donc on peut faire de la hauteur en terre à l'ancienne. Bien sûr, on modernise. Aujourd'hui, en tout cas à Casablanca, dans la partie très moderne, là où il y a des gratte-ciel, eh ben, on a des bâtiments en terre. On arrive à faire avec du pisé préfabriqué, on arrive à monter très haut. Merci. Exactement, je confirme, et d'ailleurs c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il ne faut pas prendre la lecture ou la comparaison ou l'export au niveau superficiel. Donc là, il faut réellement penser à l'essence même, à la manière de réfléchir, parce que c'est vrai, bien sûr, quand on a de l'espace, on peut se permettre de faire des bâtiments bas et effectuer des retraits suffisamment calculés pour pouvoir donc assurer la meilleure ventilation et le meilleur ensoleillement. Mais pas que. Bien sûr, cette architecture-là a été parfaitement
adapter et adopter dans des niveaux qui sont beaucoup plus supérieurs et en respectant cette âme ou cet esprit d'une architecture parfaitement bioclimatique. Avez-vous d'autres questions pour nos invités? N'hésitez pas. Annabelle, un petit mot pour conclure cette table ronde? Alors, j'aurais peut-être juste une question en fait à chacun des speakers. Attendez, on a une petite question pour madame. Oui, alors? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Je voulais juste demander sur les toits verts dans la situation climatique où c'est déjà très sèche sur la Méditerranée. Est-ce que ça demande beaucoup de l'eau pour maintenir la fonction d'isolation pour que ça fonctionne bien? Alors, je crois que cette question s'adresse à Sonia qui a montré, mais Enrico Frigiero, vous pouvez répondre aussi. Les solutions que nous avons mises dans les projets que j'ai montrés, c'est un sédum, c'est comme un tapis. Il a presque besoin de l'eau de l'ambiance, ça suffit. Mais en tout cas, dans la région parisienne, il y a la pluie, il n'y a pas de problème. Mais dans chaque solution de toiture végétalisée, il faut parler avec les fournisseurs, les paysagistes qui nous amènent à les espèces qu'il faut mettre. Par exemple, si vous êtes à la Méditerranée, à Nice, ou quelque chose pour ça, il y a des espèces qui sont plus les aromatiques ou des espèces qui n'ont pas besoin de l'eau. Et ça dépend de la région, il y a des espèces, mais dans ce cas, c'est un sédum que, je vous disais, c'est un tapis roulant qui vient. Et après, il y a... Et je me souviens dans les printemps, après de faire les projets, il est fleuri, qu'on était tellement surpris parce qu'au lieu de le voir vert, il est jaune. Et c'est pour ça qu'on a mis des rouges. Et l'année dernière, ils sont extraits de miel. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose de vivant et s'adapte aussi à la condition météorologique de la région. Autre question? Bien, merci beaucoup à tous pour votre expertise et puis vos savoir-faire en fait, que vous avez su partager avec nous. Merci encore. Merci à vous tous. N'hésitez pas, dans 10 minutes, nous aurons une nouvelle table ronde animée par Annabelle également. Et nous parlerons de la réhabilitation, réemploi, réutilisation des